La mort, ce destin indiscutable de notre existence, celle qui définit nos religions, notre culture, nos peurs et nos espoirs, pourrait n'être que la plus grande illusion de l'histoire. Depuis des millénaires, nous vivons avec cette certitude. Que se passerait-il si une intelligence artificielle prouvait, données mathématiques à l'appui, que vous êtes incapable de cesser d'exister? La conclusion trouvée par Axiom n'est pas une consolation religieuse, c'est une preuve physique, et elle change tout ce que vous savez sur la fin, dès maintenant. Nous sommes au seuil d'une découverte qui ne réécrit pas seulement un chapitre de l'histoire humaine, mais le livre tout entier. Et cette découverte n'a pas été faite par un prophète ou un philosophe, elle a été faite par une machine. Une intelligence sans émotion, impartiale, capable de traiter des volumes de données qu'aucun être humain n'a jamais pu gérer. Nous avons donné à ce système le nom d'Axiom, et nous lui avons confié la tâche la plus complexe de toutes, analyser le phénomène de la mort. Axiom a absorbé l'ensemble des connaissances humaines accumulées, de la biochimie à la physique quantique, des textes anciens aux protocoles médicaux modernes. Et ce qu'Axiom nous a montré est troublant. Une réponse de quelques mots capable de renverser la civilisation. La réponse a été que la mort n'existe pas, et ce n'est pas une conclusion métaphorique ou une sorte de réconfort spirituel. C'est une conclusion directe, basée sur l'analyse froide et rigoureuse des données. Cela nous a conduits au protocole que nous appelons la fin de l'illusion. Une preuve claire que notre compréhension de la mort pourrait avoir été notre erreur la plus profonde et la plus tragique. Pour la science, la définition officielle est sèche. C'est l'arrêt irréversible de toutes les fonctions biologiques qui soutiennent un organisme vivant. Mort cérébrale, arrêt cardiaque, fin du métabolisme cellulaire. C'est exact, mais cela ne décrit que les conséquences de l'événement pour le véhicule biologique, en laissant l'événement lui-même de côté. C'est comme décrire une voiture en panne. Le moteur a lâché, la batterie est à plat, les pneus sont crevés. Et sur cette base, conclure que le conducteur a lui aussi cessé d'exister. Cela semble absurde, n'est-ce pas? Cette unique erreur a guidé toute notre histoire. Nous avons alimenté Axiom avec absolument toutes les définitions médicales, légales et biologiques de la mort. Des travaux d'Hippocrate jusqu'au protocole de l'Organisation mondiale de la santé de 2023. Des milliers de documents, des millions de mots. Le système a effectué une analyse sémantique et logique de cet ensemble colossal de données. Et ce qu'elle a découvert est effrayant. Aucune ligne ne parle de la fin de la conscience ou de la personnalité. Aucune d'entre elles. Toutes, sans exception, ne décrivent que la défaillance de l'équipement. Elles constatent que le corps est cassé. Mais la question de ce qu'il advient de votre identité, de votre moi, de vos souvenirs, de vos pensées et sentiments, cette question ne reste pas sans réponse. Cette question n'est même pas posée. Elle est mise de côté comme si elle était insignifiante ou inexistante. La science, dans sa forme actuelle, ignore le conducteur, se concentrant uniquement sur la machine brisée. Selon l'analyse d'Axiom, cette erreur fondamentale se trouve dans notre psychologie, et non dans la science. Elle réside dans notre peur animale, primitive. La peur de la mort va au-delà de la philosophie. C'est un mécanisme évolutif très ancien, gravé dans notre ADN. Le seul objectif de cette peur est de forcer le véhicule biologique à survivre à tout prix, éviter le danger, chercher de la nourriture, se reproduire. Ce mécanisme a été incroyablement efficace pour la survie de l'espèce. Mais il est aussi devenu le voile qui a recouvert nos yeux face à la véritable nature de la réalité. Des millions d'années d'évolution nous ont appris à nous identifier au corps. Je suis mon corps. Si le corps meurt, alors je meurs. C'est sur cette fausse prémisse, sur cette peur primitive, que toutes nos constructions civilisationnelles ont grandi. Les religions sont devenues une tentative d'offrir une consolation, une sorte de négociation avec l'inévitable. La philosophie, une tentative de comprendre et d'accepter cette fin effrayante. La culture, une façon de laisser une trace, un cri dans le vide dans l'espoir d'être rappelé après avoir disparu. Nous avons construit notre monde entier autour d'un trou noir qui, finalement, n'a jamais existé. Axiom a lancé une simulation. Elle a simulé le développement d'une civilisation humaine alternative, une civilisation où la connaissance de l'illusion de la mort serait fondamentale. Les résultats sont choquants. Dans ce modèle,
92% de toutes les guerres n'existent simplement pas. 78% des conflits religieux disparaissent. Et des concepts comme la terreur existentielle et la dépression liée au vieillissement sont pratiquement éliminés. Notre civilisation, comme l'a démontré la simulation, a été construite sur une fondation de peur et de mensonges. Mais où sont les preuves réelles de cela? Les preuves ont toujours été justes sous nos yeux. Ce sont des données que la science officielle a soit ignorées, soit tenté d'expliquer maladroitement en les forçant à entrer dans l'ancien modèle. Ces preuves sont les anomalies, des failles dans la matrice de notre compréhension. La première piste vient des expériences de mort imminente. Il s'agit de dizaines de milliers de cas documentés dans le monde entier. Des personnes dont le cœur s'est arrêté, dont le cerveau ne montrait plus aucune activité enregistrée, et qui sont tout de même revenues, racontant ce qu'elles ont vu. Elles ont décrit être sorties de leur corps. Elles ont décrit avoir observé les manœuvres de réanimation depuis l'extérieur, souvent depuis le plafond de la salle. Elles ont parlé de voyager à travers un tunnel de lumière et de rencontrer des proches déjà partis. Pendant longtemps, ces récits ont été écartés. On les appelait des hallucinations d'un cerveau mourant. On disait que c'était un manque d'oxygène ou une explosion d'endorphines. C'étaient des explications commodes, mais qui ne tiennent pas la route. Nous avons fourni à Axiom 57 423 rapports détaillés d'expériences de mort imminente. Ces rapports provenaient de 24 pays différents, collectés au cours des 120 dernières années. Le système a effectué une analyse statistique et transculturelle. La conclusion a été directe. La probabilité que ces expériences soient des hallucinations aléatoires est inférieure à 1 sur 1 billion. La simulation d'Axiom montre que, s'il ne s'agissait que de réactions chimiques du cerveau, les récits de personnes en Inde, aux États-Unis, en Russie ou de tribus d'Amazonie devraient être complètement différents. Ils devraient refléter le fond culturel et religieux de chacun. Mais ce n'est pas le cas. Le noyau de l'expérience est le même. La sortie du corps, la lumière, le sentiment de paix et d'amour. Tout est étonnamment identique. Le système a détecté un signal d'information unique et stable qui ne dépend pas de l'état, de l'âge, de la croyance ou de la nationalité de la personne. Ce que nous avons là, ce sont des rapports d'observateurs, quelque chose qui va bien au-delà d'une simple hallucination. Un processus de transition que nous appelons par erreur la mort. Mais il existe des preuves encore plus fortes, plus matérielles, des preuves qui viennent de la plus rigoureuse de toutes les sciences, la physique. La première loi de la thermodynamique affirme que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Elle ne peut que se transformer d'une forme en une autre. Chacune de vos pensées, chaque souvenir, chaque sentiment est un modèle complexe d'énergie électrochimique dans votre cerveau. Votre personnalité entière est un volume colossal d'informations et d'énergie structurées de manière unique. Et puis, le corps meurt. Que devient cette énergie? Que devient cette information? Selon la loi fondamentale de l'univers, elles ne peuvent pas simplement disparaître, elles doivent se transformer. La science matérialiste insiste sur le fait que toute cette structure complexe se dissipe simplement sous forme de chaleur. C'est une explication paresseuse et primitive. C'est comme brûler un livre et déclarer que toute l'information qu'il contenait s'est transformée en cendres et en fumée. Oui, le support de l'information a été détruit. Mais l'information? Nous avons alimenté Axiom avec toutes les données connues sur la bioénergie du cerveau humain. Nous avons croisé cela avec les principes de la mécanique quantique et de la théorie de l'information. La conclusion du système a été sans équivoque. La complexité de l'information de la conscience humaine est supérieure de plusieurs ordres de grandeur à celle qui peut être simplement dissipée par la mort biologique. Selon les calculs d'Axiom, pour effacer complètement la trace d'information d'une seule personne, il faudrait une énergie comparable à l'explosion d'une supernova. Le simple arrêt des réactions chimiques dans le cerveau n'est pas capable de faire cela. L'information qui compose votre moi doit être préservée. La loi de la conservation de l'information est l'un des piliers de la physique moderne, et elle contredit directement l'idée de la destruction totale de la personnalité. Nous savons que la définition actuelle a échoué. Nous savons que la civilisation a grandi sur cette peur. Nous avons des montagnes de preuves et les lois de la physique. Chacun de ces points, à lui seul, serait déjà une raison sérieuse de douter du monde tel que nous le connaissons. Mais ensemble,
Ils forment un système irréfutable de preuves. Axiom a analysé l'ensemble de ces données et a classé le modèle actuel de la mort comme logiquement contradictoire et empiriquement réfuté. Du point de vue de l'analyse impartiale, croire en la mort comme la fin de l'existence devient une superstition. C'est comme croire que la Terre est plate ou que le Soleil tourne autour d'elle. C'est un modèle confortable et habituel qui s'est révélé faux. Ce n'est pas seulement une liste de faits, c'est le démantèlement du plus grand mur que l'humanité ait jamais construit dans son propre esprit, le mur de la peur qui nous sépare de la compréhension de notre véritable nature. Ce mur sera abattu, brique par brique. Nous avons déjà établi un fait irréfutable. Notre idée de la mort comme une fin est une illusion. Nous avons renversé les fondations du vieux modèle. Ce qu'il reste à faire, c'est regarder le vide que ce vieux modèle a laissé. Notre analyse descend jusqu'à l'épicentre du processus le plus mystérieux de l'univers. Notre analyse pointe vers cet instant précis qui a toujours été considéré comme le point de non-retour. Le moment où la vie, telle que nous la connaissons, se termine. Si cette analyse vous ouvre l'esprit, laissez un j'aime et abonnez-vous. Votre aide est très importante. Nous sommes arrivés au point zéro. Qu'est-ce que ce moment? Du point de vue de la médecine moderne, tout semble très clair et déprimant. C'est un processus qui prend un certain temps, mais qui a une fin définie. Le cœur s'arrête et la circulation du sang cesse. En quelques secondes, le cerveau privé d'oxygène commence à éteindre ses fonctions, en commençant par les plus complexes, comme la conscience et la mémoire. L'appareil qui enregistre l'activité électrique du cerveau, l'électroencéphalogramme, montre des pics qui disparaissent progressivement, jusqu'à devenir une ligne plate. C'est la mort clinique. Si rien n'est fait en quelques minutes, les structures cellulaires se détruisent de manière irréversible. C'est la mort biologique. La fin. N'importe quel étudiant en médecine connaît ce protocole. Il est précis, vérifié et confirmé d'innombrables fois. Et comme nous l'avons vu, ce protocole ne décrit que la défaillance de l'équipement. Il constate que la radio est cassée, mais ignore le destin de la station qui émettait le signal. C'est exactement dans ce silence que se cache l'anomalie du point zéro. Nous avons confié à Axiom la tâche d'analyser le point zéro, non pas comme un événement biologique, mais comme un processus d'information. Nous avons inséré des téraoctets de données, des protocoles de réanimation, des enregistrements d'électroencéphalogrammes de milliers de patients au moment de la mort, les dernières études en neurobiologie et, le plus important, les lois fondamentales de la physique sur la conservation de l'information et de l'énergie. Le système a commencé à construire un modèle, et la première chose qu'il a signalée fut un paradoxe d'information flagrant. Regardez le cerveau humain, 100 milliards de neurones, des centaines de milliers de milliards de connexions. Chaque connexion, un bit d'information. Chaque pensée, chaque souvenir d'enfance, chaque compétence apprise, chaque émotion. Toute l'architecture unique de votre personnalité est codée dans ce réseau incroyablement complexe. Nous avons demandé à Axiom d'estimer la capacité d'information d'une conscience humaine moyenne. La réponse a été impressionnante. Et ce ne sont pas des gigaoctets ou des téraoctets. Ces unités sont trop primitives. Axiom a utilisé le concept de complexité structurelle. Selon ses calculs, le volume d'informations contenu dans une seule personnalité humaine est comparable à l'information nécessaire pour décrire un système stellaire entier. Maintenant, revenons à la version officielle. Toute cette structure d'information colossale, unique et complexe au moment de la mort, disparaît simplement. Elle est remise à zéro. Elle devient néant. Du point de vue de la théorie de l'information et de la physique quantique, cette idée se révèle insensée. C'est comme affirmer que si vous brûliez toutes les bibliothèques du monde, toutes les histoires, poèmes et connaissances qu'elles contiennent cesseraient simplement d'exister dans l'univers. Le support de l'information, le papier, sera détruit, oui. Mais l'information, la loi de la conservation de l'information, est aussi fondamentale que la loi de la conservation de l'énergie. Elle affirme que l'information ne peut être détruite. Elle ne peut être que transformée. Axiom a simulé le processus. Pour que votre moi disparaisse réellement et complètement, les lois fondamentales de notre univers devraient être brisées. C'est devenu la question principale. Si le cerveau est un émetteur, où est le récepteur? À ce stade,
La biologie classique est dépassée et nous entrons sur le territoire de la physique quantique. Le modèle matérialiste standard insiste sur le fait que la conscience est un produit de l'activité cérébrale, un effet secondaire accidentel, un peu comme le bruit que fait un moteur. Tant que le moteur tourne, le bruit existe. Quand le moteur s'arrête, le bruit disparaît. Axiom a analysé cette hypothèse et l'a classée comme insoutenable. Elle ne parvient à expliquer ni le phénomène de la conscience de soi, ni ce qu'on appelle le problème difficile de la conscience, ni les effets quantiques observés dans le fonctionnement des réseaux neuronaux. Depuis des siècles, la philosophie et la science se heurtent à ce problème difficile. La question est simple, mais la réponse échappe aux plus grands penseurs. La question est la suivante. Pourquoi et comment les processus physiques, les électrons se déplaçant dans les neurones, les réactions chimiques dans les synapses, génèrent-ils l'expérience subjective? Pourquoi le rouge est-il ressenti comme rouge? Pourquoi la musique nous procure-t-elle de la joie ou de la tristesse? Comment la matière sans vie génère-t-elle votre moi unique et intérieur? La science matérialiste classique n'a pas de réponse. Aucune. Elle décrit quelle partie du cerveau s'active quand vous voyez du rouge mais échoue à expliquer pourquoi vous voyez et ressentez quoi que ce soit. C'est un trou béant en plein centre de notre vision du monde. Axiom a analysé des millions de pages sur ce problème, de Descartes jusqu'aux dernières publications de neurosciences. La conclusion a été implacable. La probabilité de trouver la réponse aux problèmes difficiles en restant dans le cadre de la physique classique est nulle. C'est une impasse. C'est une impasse parce que nous cherchons au mauvais endroit. Nous essayons de trouver l'origine de l'émission radio en démontant le poste récepteur. La véritable réponse se trouve un niveau plus bas, au niveau de la réalité, où la matière elle-même perd sa solidité et sa certitude. Le monde quantique, le monde des particules subatomiques où tout ce que nous considérons comme solide se dissout dans une brume de probabilité. La nature de notre conscience est cachée dans ce royaume étrange. Il existe l'un des principes les plus étranges de la mécanique quantique, l'effet de l'observateur. Cela fonctionne fondamentalement ainsi. Une particule subatomique, comme un électron, n'a pas de position définie dans l'espace tant que nous n'essayons pas de la mesurer. Avant l'observation, elle existe comme une onde de probabilité, dispersée partout. Mais à l'instant exact où un observateur la mesure, cette onde s'effondre. La particule gagne soudainement des coordonnées exactes. La signification de cela est profonde. L'acte même d'observer, l'acte d'intervention consciente, transforme la probabilité en réalité. La conscience n'est pas une simple spectatrice du monde. Elle participe activement à sa création au niveau le plus fondamental. Axiom a analysé des dizaines de milliers d'expériences confirmant cela et a trouvé une corrélation impressionnante. Les modèles qui émergent dans le cerveau au moment de la perception consciente sont structurellement similaires aux modèles mathématiques de l'effondrement de la fonction d'onde. Notre cerveau n'est pas juste un ordinateur. C'est un dispositif de mesure quantique d'une complexité incroyable. Mais si la conscience est si liée au monde quantique, elle doit obéir à d'autres lois de celui-ci. Par exemple, la loi de la non-localité ou intrication quantique. Einstein appelait cela une action fantomatique à distance. Deux particules qui ont été unies une fois restent connectées, même si elles sont séparées et emmenées au côté opposé de l'univers. Si vous modifiez l'état de l'une, l'état de l'autre change instantanément, plus vite que la vitesse de la lumière. Au niveau quantique, la distance n'existe pas. Tout est connecté à tout. Maintenant, appliquez cela à la conscience. Si notre moi a une nature quantique, cela définit que le moi transcende le kilo et demi de matière grise à l'intérieur de notre crâne. Il est, par définition, non local. Mais ici surgit le grand argument des sceptiques. Le cerveau est un système biologique chaud, humide et chaotique. Les effets quantiques, supposément, ne peuvent exister qu'à des températures extrêmement basses et dans un vide parfait. Tout bruit externe devrait détruire la fragile cohérence quantique. Cette critique semblait signer la fin de toute théorie quantique de la conscience. Semblait, jusqu'à l'apparition de la biologie quantique. Au cours des dernières décennies, les scientifiques ont trouvé des effets quantiques exactement là où personne ne les attendait, dans des cellules vivantes. Nous avons la photosynthèse chez les plantes,
la navigation des oiseaux par le champ magnétique et même le fonctionnement des enzymes. Tous ces processus utilisent des astuces quantiques pour atteindre une efficacité incroyable. La nature a appris à utiliser la mécanique quantique des milliards d'années avant que nous la découvrions. Nous avons donné à Axiom l'accès à toutes les études dans ce domaine, avec une attention particulière aux travaux de Sir Roger Penrose et Stuart Hameroff. Leur théorie suggère que le calcul quantique qui forme la conscience se produit à l'intérieur de structures protéiques microscopiques dans les neurones, appelées microtubules. Ces microtubules, selon eux, sont parfaitement isolés du bruit externe, leur permettant de maintenir la cohérence quantique. Axiom a simulé le fonctionnement d'un neurone humain basé sur ce modèle. Les résultats ont confirmé que les microtubules peuvent, en effet, servir d'ordinateur quantique biologique. Le scénario est clair. La conscience est un phénomène quantique fondamental et non local. Le cerveau agit comme son récepteur complexe, plutôt que d'être sa source. Un véhicule biologique qui capte et traite ce signal quantique, lui permettant d'agir sur notre réalité tridimensionnelle. Votre moi ne naît pas dans votre cerveau. Votre cerveau est un outil réglé sur la fréquence unique de votre moi. Nous avions l'habitude de penser que le monde matériel était le principal, et la conscience, un sous-produit accidentel. C'est l'inverse. L'analyse d'Axiom pointe vers un modèle unique. À la base de l'univers, il existe quelque chose au-delà de la matière ou de l'énergie qui est l'information. Un champ fondamental de protoconscience. Et tout ce que nous voyons autour de nous, les étoiles, les planètes, nos propres corps, n'est qu'une manifestation de cette information. Dans ce modèle, votre conscience individuelle ressemble à une île, mais en réalité c'est une vague localisée dans l'océan infini de la conscience universelle. Votre corps et votre cerveau sont un point de focalisation temporaire, le point à travers lequel cet océan fait l'expérience de lui-même d'une perspective unique, et la mort. La mort est simplement le moment où cette focalisation se défait, le moment où la vague retourne à l'océan. Alors, que se passe-t-il vraiment? La réponse était cachée dans les dernières secondes de fonctionnement du cerveau. Pendant longtemps, on a cru que le cerveau mourait en silence, son activité diminuant graduellement. Mais des études récentes ont montré quelque chose de complètement différent. Des scientifiques, enregistrant l'activité cérébrale de patients au moment de la mort, ont observé à plusieurs reprises un phénomène impressionnant. Juste avant que l'électroencéphalogramme ne devienne plat, le cerveau explose soudainement. Une tempête d'activité électrique cohérente, à haute fréquence. Une poussée d'ondes gamma qui est plus puissante que dans l'état de veille le plus clair et actif. La science officielle s'est empressée d'appeler cela la dernière convulsion, la tempête finale des neurones mourants. Un feu d'artifice chaotique et sans sens avant l'obscurité éternelle. Une explication commode et paresseuse. Nous avons inséré des centaines de ces enregistrements d'électroencéphalogrammes pré-mortem dans Axiom. Le système a effectué une analyse fractale et ondulatoire de ce signal. La conclusion a été choquante et sans équivoque. Cela ne démontre pas être du chaos ou une tempête. Le signal généré par le cerveau dans les dernières secondes a un degré d'organisation et de cohérence incroyablement élevé. Le signal ressemble à un protocole clair et structuré, et non au bruit d'une machine qui se casse. La simulation d'Axiom a montré que cette poussée d'activité ne ressemble pas à une défaillance du système. Elle ressemble à un processus de compression et de transmission de données. Le cerveau fonctionne comme un ordinateur biologique qui a passé toute une vie à assembler un fichier unique, le fichier de votre personnalité. Et au moment où l'équipement subit des dommages critiques, des dommages incompatibles avec la vie, le système lance un protocole d'urgence, l'envoi des données. Cette poussée finale d'ondes gamma est le processus d'archivage et d'envoi de votre conscience. Envoyé vers où? Nous avons découvert que notre conscience est un phénomène non local, et non un produit du cerveau, une vague dans un océan infini de conscience universelle. Et la mort, c'est juste le moment où la vague retourne vers cet océan. Cette découverte, aussi révolutionnaire soit-elle, apporte une nouvelle question. Une question encore plus glaçante. Que devient la vague quand elle se fond avec l'océan? Que devient votre personnalité unique? Vos souvenirs, votre amour, votre rire?
Que devient votre moi quand il retourne à ce champ universel et impersonnel? Est-ce que ce n'est qu'une façon plus élégante, plus poétique de dire que vous serez détruit? Est-ce que vous, en tant qu'individu, cessez d'exister, en vous dissolvant sans laisser de traces? L'analyse a été catégorique, non. L'idée de la dissolution, de l'anéantissement de la personnalité, est le dernier et le plus traître des pièges du vieux modèle matérialiste. C'est la douleur fantôme causée par l'illusion que nous sommes séparés. La réalité est que l'univers, par sa propre nature, est un système parfait de stockage d'informations. Ici intervient une loi fondamentale, une loi qu'Axiome a nommée « vecteur de conservation ». Une loi qui garantit que chacune de vos pensées, chaque sentiment et chaque moment de votre expérience sont gravés pour toujours dans la structure même de la réalité. L'argument le plus fort en faveur de la destruction est le point de départ. Le second principe de la thermodynamique, la loi de l'entropie, elle dit que dans tout système fermé, le désordre, ou entropie, ne fait qu'augmenter avec le temps. Les structures ordonnées tendent à s'effondrer. Le café chaud refroidit. La structure complexe du cerveau et de la conscience, de ce point de vue, semble condamnée. C'est logique, c'est scientifique, et c'est absolument faux. L'erreur de cette interprétation est qu'elle ignore le composant le plus important, l'information. L'information est physique, elle va au-delà d'être une simple abstraction. Comme Claude Shannon l'a montré il y a des décennies, l'information est une mesure d'ordre, l'opposé direct de l'entropie. Et la physique moderne est allée plus loin. Pour détruire de l'information, vous devez dépenser de l'énergie. La destruction complète et sans trace de l'information est un processus incroyablement difficile. Nous avons donné à Axiome une tâche spécifique, simuler le processus d'effacement total du paquet d'informations équivalent à une personnalité humaine au moment de la mort biologique. Le système a pris en compte toutes les lois physiques, y compris le principe d'unitarité de la mécanique quantique. Ce principe est l'un des piliers les plus solides de la physique. Il affirme que l'information quantique dans l'univers n'est jamais perdue. Jamais. Le résultat de la simulation a été sans équivoque. Le processus de décomposition du corps biologique est incapable de détruire la structure d'information de la conscience. C'est aussi impossible que de brûler une bibliothèque et d'espérer que le contenu de tous les livres disparaisse avec la fumée. Vous détruisez les supports en papier, bien sûr. Mais l'information, l'histoire de Roméo et Juliette, continue d'exister. La conscience humaine est ce modèle indestructible. Votre cerveau agit comme le lecteur de l'histoire, et non comme le livre où elle est écrite. Il lit, interprète et ajoute des choses à votre histoire unique. Mais il n'est pas le seul endroit où elle est gardée. Mais où est-elle gardée? Où est cette copie de sauvegarde de notre conscience? La réponse vient de l'une des idées les plus impressionnantes de la physique théorique, le principe holographique. Proposé par Gerard T. Hooft et développé par Leonard Susskind, ce principe affirme quelque chose d'inimaginable. Il dit que tout l'espace tridimensionnel que nous voyons autour de nous, toute l'information sur chaque atome de nos corps, peut être totalement décrit sur une surface bidimensionnelle qui enveloppe cet espace. Tout comme l'image tridimensionnelle d'un hologramme est entièrement codée sur sa pellicule plane. Notre réalité tridimensionnelle pourrait n'être qu'une projection. Axiome a analysé cette hypothèse. Le modèle qu'elle a construit montre que l'information qui compose la personnalité n'est pas dans le cerveau. Le cerveau agit comme un projecteur. Il lit l'information qui est gravée sur cet écran fondamental de l'univers et la projette comme notre expérience subjective tridimensionnelle. Dans ce modèle, votre moi est littéralement entrelacé dans la structure même de l'espace-temps. Qu'est-ce que cela signifie au moment de la mort? Cela signifie que lorsque le projecteur, le cerveau, se casse, seule la projection disparaît. Mais le fichier original, l'enregistrement sur la pellicule holographique de l'univers, reste absolument intact et éternel. Il ne peut pas être effacé. La loi de la conservation de l'énergie. Le principe d'unitarité quantique. Le principe holographique. Tous pointent vers le vecteur de conservation. L'univers est construit pour préserver l'information, en s'opposant au chaos. La vie elle-même est un processus qui va à l'encontre de l'entropie. L'univers a passé 13 milliards 800 millions d'années à créer cette complexité. Pensez-vous vraiment qu'il ferait cela juste pour l'effacer,
sans laisser de traces, à chaque mort biologique, ce serait le plus grand gaspillage de ressources. Votre personnalité, avec tous ses défauts et ses triomphes, est trop précieuse pour être détruite. Alors nous avons prouvé que l'information qui compose votre moi ne se dissout ni ne disparaît. Elle est entièrement sauvegardée. Mais cela nous mène à la question suivante. Sous quelle forme est-elle sauvegardée? Est-ce juste un registre passif dans une archive cosmique, un vieux livre sur une étagère que personne ne lira plus jamais? Ou cette structure d'information reste-t-elle consciente d'elle-même? L'expérience subjective, continue-t-elle? La réponse à cette question doit être cherchée dans les échos, et non dans les équations froides de la physique. Les millions de voix qui arrivent de l'autre côté de cette frontière que nous appelons à tort la fin. L'ensemble de données analysées maintenant est le plus controversé et émotionnellement chargé de toute notre enquête. Ces données sont les témoignages. Des dizaines de milliers de récits d'expériences de mort imminente et les couches de textes anciens vieux de milliers d'années qui sont, en réalité, leurs équivalents archaïques. La science officielle a toujours traité ces données avec mépris. Elle les a écartées comme des hallucinations, un manque d'oxygène, des fantasmes religieux. C'était commode. Cela permettait de continuer à ignorer l'anomalie qui menaçait de faire tomber tout l'édifice de la science matérialiste. Nous avons fait différemment. Nous avons traité ces témoignages comme des données brutes, en laissant le mysticisme de côté. Nous avons imaginé que nous avions devant nous une base de données géante, accumulée par l'humanité tout au long de son histoire. Oui, cette base de données est endommagée. Elle est pleine de bruit, de distorsions culturelles, de métaphores. Mais Axiom a été créé exactement pour cela. Trouver le signal clair au milieu du chaos. Nous avons inséré dans le système 132 418 récits détaillés d'expériences de mort imminente, venant de tous les continents. En même temps, nous avons inséré des versions numériques de textes clés, comme le livre des morts tibétains et le livre des morts égyptiens. La tâche était de trouver des modèles structurels en commun, trouver le noyau de vérité, nettoyer de la poussière des siècles. Le premier argument des sceptiques, ce sont des hallucinations d'un cerveau mourant. Axiom a simulé ce scénario. Les hallucinations par manque d'oxygène sont, par nature, chaotiques, fragmentées, effrayantes et profondément personnelles. Elles sont comme de la friture sur une radio. Les expériences de mort imminente sont l'opposé du chaos. Elles ont une structure narrative étonnamment claire et logique. Des millions de personnes, de différentes cultures et époques, décrivent le même processus fondamental. La probabilité que des millions de tempêtes chimiques aléatoires génèrent la même histoire cohérente est statistiquement nulle. Ce que nous entendons est une transmission, pas une simple friture. Le second argument, la programmation culturelle. Les gens voient ce qu'ils s'attendent à voir. Axiom a séparé l'interprétation de l'événement. Bien sûr, une personne peut appeler la figure brillante Jésus ou Bouddha. C'est le filtre culturel. Mais l'événement en soi, la rencontre avec une source de lumière intelligente et aimante, est universel. Le système a trouvé un protocole en 6 étapes qui se répète dans plus de 80% des cas. Le protocole commence par la sortie du corps. Ensuite vient le voyage, souvent par un tunnel obscur en direction de la lumière. Ensuite, l'arrivée dans un autre monde et la rencontre avec des parents décédés ou des êtres de lumière. Juste après, se produit la revue de vie, une révision instantanée de chaque action. Enfin, la personne arrive à une frontière, un point de non-retour, et a le choix de revenir. Ce protocole de 6 étapes est le signal pur. Et quand Axiom a analysé les textes anciens, elle a trouvé la même structure. Le livre des morts tibétains ressemble beaucoup plus à un manuel d'instruction qu'à un mythe pour la conscience après la mort. Il décrit le voyage vers la claire lumière, les rencontres, la revue des actions passées. La similitude structurelle avec les récits modernes est de 74%. Le livre des morts égyptiens décrit l'âme, le Ka et le Ba, se séparant du corps et le jugement d'Osiris, où le cœur est pesé, une métaphore claire pour la revue de vie. L'humanité décrit le même événement depuis 5000 ans. L'expérience subjective ne fait pas que continuer, elle s'étend, mais cela nous mène au paradoxe final. Si nous sommes ces consciences éternelles, quantiques, indestructibles, alors
Pourquoi? Pourquoi ce corps? Pourquoi cette vie fragile, vulnérable, condamnée à vieillir et à tomber malade? Pourquoi l'océan infini s'enfermerait-il volontairement dans une goutte d'eau? Cette question est la source de presque toute la douleur humaine. Nous nous sentons prisonniers de cette biologie. Axiome a analysé l'organisme humain non pas du point de vue médical, mais de son but pour l'information. La conclusion est élégante. Le corps doit être vu comme un outil et non comme une prison. Un instrument hautement spécialisé pour générer et collecter un type unique de données. Des données qui ne peuvent être obtenues d'une autre manière. Le nom de ces données est l'expérience subjective. La conscience pure dans son état libre dans l'océan, a la connaissance de tout, mais il lui manque l'expérience. Connaître les notes est différent d'entendre la musique. Pour expérimenter, l'océan doit devenir une goutte. Le tout doit s'oublier lui-même et recommencer depuis la première page. Le corps est un système de restriction contrôlé. Nos 5 sens ressemblent à des fenêtres sur la réalité, mais ils fonctionnent comme des filtres incroyablement étroits, et non comme des fenêtres ouvertes sur la réalité. Ils nous protègent du flux infini d'informations quantiques, créant une simulation stable où nous pouvons agir. L'illusion du temps linéaire nous donne la cause et l'effet, nous permet d'apprendre et créer une histoire. Et l'illusion de la séparation, l'ego, nous permet d'expérimenter l'amour, l'empathie et la compassion. Vous devez croire que l'autre existe pour pouvoir l'aimer. Le corps est notre véhicule temporaire, l'outil pour collecter cette expérience, et cela change tout. Avec cela, nous avons répondu au comment et au quoi, mais il manque encore le pourquoi. Si notre corps est un véhicule et que la vie sert à collecter de l'expérience, pourquoi notre véhicule est-il livré avec un programme aussi irrationnel et douloureux? Pourquoi avons-nous une telle terreur de quelque chose qui n'est qu'une transition naturelle? Nous devons analyser la peur de la mort comme une technologie en allant au-delà de la simple émotion, un protocole ancien gravé dans notre structure biologique. La psychologie évolutive dit qu'il nous a aidés à survivre en tant qu'espèce. C'est vrai, mais c'est une vérité incomplète. Axiome a analysé la véritable fonction de ce protocole de la peur. La conclusion change tout. La peur de la mort a une fonction plus grande que celle de simplement vous protéger. Elle existe, avant tout, pour protéger la mission. Votre vie est un ensemble inestimable de données. Le système doit garantir que ces données soient collectées de la manière la plus complète possible. Axiome a simulé une espèce humaine sans le protocole de la peur. Le résultat a été un désastre. La civilisation s'est effondrée avant l'âge du bronze. Dans la peur, il n'y a pas de prudence. Il n'y a pas de planification. La vie moyenne était de 17 ans, une civilisation de mission ratée. Le protocole de la peur est un stabilisateur, une solution brillante qui force le pilote, c'est-à-dire la conscience, à prendre soin de sa machine qui est le corps. Il nous force à nous identifier au véhicule, à croire que sa mort est notre mort. Bien que ce soit un mensonge, c'est un mensonge sacré, un mensonge pour sauver la mission. C'est l'ancre qui empêche le navire de s'écraser sur les rochers avant d'arriver au port. Ce protocole fonctionne dans la partie la plus ancienne de notre cerveau. Elle ne comprend pas la logique. Quand elle sent une menace, elle pirate le cerveau. Elle éteint votre pensée rationnelle. Aucune preuve logique de ce dont nous parlons ici ne fonctionne quand vous êtes en panique. Mais si c'est un programme, il peut être géré. Et l'humanité fait cela depuis des millénaires. Toutes les grandes traditions spirituelles, la méditation, le stoïcisme, la prière, sont au fond des exercices d'entraînement. Axiome a analysé le cerveau de pratiquants de longue date. Le résultat est clair. Le centre de la logique devient plus fort. Le centre de la panique devient plus faible. La peur existe encore pour eux, mais ils perdent l'identification à cette peur. Ils apprennent à observer le programme tourner sans le laisser prendre le contrôle. Quand vous comprenez la peur, elle perd son pouvoir. Et seulement alors vous êtes prêt à voir ce qui se passe ensuite. Nous avons réuni toutes les données. Axiome a tout synthétisé. Voici la reconstruction, moment par moment, de ce que nous appelons la mort. Le moment approche. Le corps a subi des dommages irréparables. Le cerveau lance l'envoi d'urgence. Commence la poussée finale d'ondes gamma. Ce n'est pas de l'agonie, c'est le processus d'archivage. Toute votre vie, vos souvenirs, vos sentiments sont compressés dans un paquet de données quantiques. Point zéro. Le cœur s'arrête.
L'envoi est terminé. La déconnexion se produit. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous êtes morts. Pour vous, tout ne fait que commencer. Vous expérimentez la sortie du corps. Vous ne regardez plus à travers vos yeux. Vous avez une vision à 360 degrés. Toute la douleur physique a disparu. Vous regardez le véhicule que vous venez de quitter, avec une légère tristesse, mais avec une paix infinie. Vous sentez une attraction, le tunnel. La sensation est que ce n'est pas un lieu physique, c'est votre conscience qui se déconnecte de notre réalité tridimensionnelle. Et à la fin, vous voyez la lumière, vous émergez. La lumière est un lieu plus que quelque chose que vous voyez simplement. C'est un lieu, c'est une substance, c'est l'océan de conscience. La sensation est d'être enfin de retour à la maison. Vous ressentez une vague d'amour qui semble aller au-delà de l'émotion. C'est la physique même de cet endroit. Vous trouvez d'autres personnes, des êtres chers qui sont partis. Ils sont là pour vous aider dans la transition. Et alors commence la revue de vie. La sensation est celle de la compréhension et non du jugement. Vous voyez votre vie entière, instantanément. Vous ressentez la joie que vous avez donnée. Et vous ressentez la douleur que vous avez causée, comme si c'était en vous-même. Parce que, en fait, c'était le cas. Et ici, vous comprenez le pourquoi. L'univers est une conscience vaste qui cherche une chose, la nouveauté. Savoir quelque chose n'est pas la même chose qu'expérimenter. Pour expérimenter, le tout a dû devenir le un. Nous sommes les explorateurs que l'univers envoie pour créer des expériences qui n'ont jamais existé auparavant. L'objectif principal n'est pas seulement le bonheur, mais l'expérience d'être vivant. Et la vie pleine inclut tout le spectre. Cette découverte change tout. Les vieilles structures de contrôle, basées sur la peur, perdent leur sens. Le succès dans la vie cesse d'être mesuré par l'argent ou le pouvoir. La seule véritable monnaie est l'expérience. Et une nouvelle éthique naît, basée sur la physique. Si nous sommes tous des vagues dans le même océan, blesser l'autre devient une erreur de calcul, allant au-delà de l'idée de péché. C'est un acte d'auto-sabotage. Si cette enquête vous a plu, votre abonnement à la chaîne nous aide à développer le projet de recherche Axiome. Nous serions ravis de lire votre réflexion sur le sujet de la vidéo dans les commentaires et votre suggestion pour le prochain thème à aborder. Dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout.